On va commencer la conférence. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va embrayer sans tarder. Aujourd'hui, donc ce soir, on va parler de l'énergie, ce que j'ai appelé la fiction énergétique, c'est-à-dire en gros, de la dissonance qu'il y a entre la communication officielle et la réalité et ce qu'elle sous-entend éventuellement. Donc, ce travail a été initié à l'époque parce que j'étais président d'une association environnementale pendant longtemps qui avait pour objectif la préservation d'un massif montagneux. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de projets à un moment donné, dans les années 2000, 2008, 2010, etc. Beaucoup de projets en pleine nature, au sein des montagnes, sur des crêtes, voilà, dans des endroits sauvages qu'on aimait et qu'on aimait parcourir. Et donc, à partir de là, je me suis posé des questions et considérant que c'était pas acceptable de venir détruire la nature pour mettre de l'industrie malgré tout, je me suis posé des questions et j'ai enquêté, on va dire, sur le sujet. Et ça a donné lieu au livre qui est ici. Cette enquête est assortie aussi de réflexions personnelles sur le sujet. Alors je fais partie aussi de l'Université populaire du Pays d'Aix, qui vous accueille ce soir. Donc pour mettre au point un petit peu, on va dire, pour prévenir certaines objections qu'on peut rencontrer par rapport à ce travail. La première chose, c'est de préciser que ce travail critique par rapport aux énergies renouvelables n'est pas relié à une mouvance d'extrême droite. Vous savez que actuellement, et même d'assez longue date, l'extrême droite et la nature sont parfois associés et certains n'hésitent pas à stigmatiser les opposants au projet, en gros de fachos, parce que dans ce cas-là, c'est hors de question de s'opposer à la liberté commerciale, etc. Donc c'est pas le cas. Dans l'association que je présidais, le paysage politique était très composite et penchait plutôt à gauche, on va dire. Donc ça, de dire que si on s'oppose à des éoliennes, on est nécessairement d'extrême droite, c'est faux. La deuxième chose, c'est pareil, c'est le nucléaire. Et bien là, c'est pas non plus une position en faveur du nucléaire. Donc c'est un travail critique par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire de la mise en application des énergies renouvelables, mais pas une critique des énergies renouvelables en elles-mêmes. C'est la manière avec laquelle elles sont appliquées. Donc on n'est pas non plus, il n'y a pas de dissimulation de position nucléariste dans ce travail. Pour préciser quand même un petit mot sur le nucléaire, je rappellerai quand même quelques problèmes qu'il y a avec le nucléaire. C'est les accidents que vous avez eus, les accidents industriels qui ont eu lieu, que tout le monde connaît, Tchernobyl et Fukushima, avec déplacement de population, évidemment, et après contamination de terrain, risque de cancer, etc. Et les déchets dont on ne sait pas quoi faire, dont certains sont à très très longue durée. Certains déchets ont des durées de vie de millions d'années, qui se comptent en millions d'années. Et c'est 96% de la radioactivité totale des déchets radioactifs en France. Voilà, passer pour le nucléaire, c'est pas tellement le sujet de ce soir. Je vais parler de deux organismes officiels qui s'appellent le CITEPA et l'ADEME. Alors, pour que tout le monde comprenne bien quels sont ces organismes, je vais expliquer en deux mots ce que c'est que ce que sont le CITEPA et l'ADEME. Comme ça, quand je vais en parler, tout le monde saura de quoi il s'agit. Alors, le CITEPA, c'est le Centre interprofessionnel et technique de la pollution atmosphérique. C'est une association 1901, opérateur de l'État,
composée d'ingénieurs, de scientifiques, etc., dont le rôle est de renseigner le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'ADEME, c'est l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie. C'est un peu la même chose. C'est un organisme public composé également de scientifiques, de techniciens, etc. Mais à la différence du CITEPA, elle, par rapport au même sujet, hein, la transition énergétique, elle va rendre des avis un peu sur tel projet, sur telle orientation, etc. Alors, en premier lieu, nous allons parler de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte du 17 août 2015. C'est cette loi qui nous occupe actuellement. Il y a eu des changements récents, des nouvelles orientations récentes et des modifications récentes non négligeables, dont je parlerai par la suite. Mais pour commencer, on va parler de cette loi. Il est prévu dans cette loi que les énergies renouvelables atteignent 40% de la production électrique en 2030. Il était prévu, et là je parle au passé, une diminution du nucléaire à 50% du mix d'ici 2025. Déploiement du compteur Linky, déploiement des véhicules électriques, et un petit saupoudrage de plan mobilité, covoiturage, interdiction des véhicules polluants en ville, et puis aussi de transport en commun. Ça, le transport en commun, on n'a pas trop vu la couleur aujourd'hui. Alors, les interrogations, c'était de comprendre un peu cette logique. Comment les ENR, les énergies renouvelables qui permettaient de ne pas produire de gaz à effet de serre, s'associaient par exemple avec on pouvait les associer avec des centrales à biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse? C'est on prend du bois, on le met dans des fours et on produit de l'électricité avec ça en le faisant brûler. Et ça produit du gaz carbonique, hein, du CO2. Et donc on ne comprend pas bien la logique. Après, le nucléaire, pareil, on veut le faire baisser, mais ça ne produit pas non plus de gaz à effet de serre. Donc il y a des choses qui étaient un peu contradictoires. On ne prenait pas bien cette logique. Et par rapport aux véhicules électriques, aussi une interrogation, c'est que changer tout le parc automobile, ça prend des années et des années. On ne change pas d'un coup de baguette magique comme ça. Donc, considérant l'urgence climatique, on ne comprend pas bien non plus le sens de ces mesures. Et nous verrons ce qui a changé un peu plus loin dans la loi. En attendant, je vais parler de ces mesures et comment elles s'appliquent et qu'est-ce qu'il y a de contradictoire avec ces orientations. Ce chapitre dont je vais parler s'appelle le paradoxe. Hein. Alors, les énergies dont je vais parler sont principalement au nombre de 3. Vous les connaissez, tout le monde les connaît. Hein, c'est l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse. Alors l'hydraulique, effectivement, mais là je parle des nouvelles orientations. C'est vrai que vous avez raison pour ce qui est de l'hydraulique, mais dans ce déploiement qui nous intéresse actuellement, ce n'est pas l'hydraulique, c'est les 3 dont je viens de parler et qu'on appelle le triptyque. Ce triptyque. Alors il y en a d'autres, hein, hydrogène, méthanation, méthanisation, mais ça c'est plutôt à la marge. L'hydraulique, non, c'est effectivement la principale source d'énergie renouvelable. Sachant que selon certains quand même les barrages, le lac des barrages est émetteur de CO2, mais enfin ça c'est un autre sujet. C'est pas le sujet ce soir, c'est le triptyque. Donc l'éolien, qu'est-ce que c'est? L'éolien terrestre et industriel, ce sont des éoliennes donc, qui font 125 mètres de haut généralement. En mer, ça peut aller jusqu'à 240 mètres de haut. En bout de pale, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein. C'est composé d'un socle, d'un mât et de pales, et avec des matériaux composites, de l'huile industrielle. On change les pales tous les 15-25 ans, et le recyclage, il est partiel. Les centrales photovoltaïques, ce sont des panneaux de silicium, dont le recyclage est également très partiel.
Et ça se change tous les 25-30 ans. Alors la biomasse, je l'ai un peu évoqué. Et donc en gros, le principe de la biomasse, on prend du bois qu'on coupe dans la région, et ça c'est ce qui est dit au début. J'y reviendrai par la suite. On le met dans un four, avec ça on produit de l'électricité. Et on met en avant la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'en gros, ça produit du CO2 qui va être recapté par la forêt, et donc c'est neutre. Magnifique. Mais ces industries, la différence avec les autres industries, c'est qu'elle est extrêmement... Ces industries sont... la mise en application de ces industries est extrêmement diffuse. Elle est capable de viser n'importe quel espace agricole et naturel. Au niveau légal, ne peut s'opposer à ça, je dis bien dans l'état actuel de la loi, parce qu'il y a certaines dispositions qui peuvent être mises en cause. Donc il y a ils peuvent s'opposer à ce genre d'installation actuellement. Les parcs nationaux, le conservatoire du littoral, la loi littorale, certains parcs naturels régionaux, encore que là, c'est beaucoup plus, on va dire, ça dépend d'un parc naturel régional à un autre, selon la charte. Et voilà, des parcs naturels régionaux, et surtout les sites classés. Les sites classés, par exemple, ici, vous en avez un pas loin, qui s'appelle la Sainte-Victoire. Sur le domaine du site classé de Concorse-Sainte-Victoire, dans l'état actuel de la loi, on ne peut pas mettre d'industrie. Donc les éoliennes de la Sainte-Victoire, qui ont été mises un peu plus loin, elles sont juste à côté du périmètre du site classé. Mais il y a eu des velléités de modification de cette loi il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il faut rester prudent. Alors il y a aussi les arrêtés de biotopes, les espaces naturels sensibles, et ça dépend aussi des plans locaux d'urbanisme. Ce qui on va dire, organise l'urbanisme au sein des communes. On s'aperçoit aussi quand même que toutes ces mesures de protection, des fois, elles se superposent. Donc il y a pas on a l'impression qu'il y a plein de mesures de protection des espaces naturels. En fait, beaucoup ils se superposent. Donc le caractère vraiment du triptyque, c'est de pouvoir vulnérabiliser à peu près n'importe quel espace naturel, voilà, dans France ou agricole. C'est une menace inédite parce que avant, les industries, jusqu'à présent, les industries de production d'électricité, elles étaient fixées à un seul et même endroit. Or, là, maintenant, vous avez votre maison avec la colline au-dessus, avec des forêts, etc. D'un seul coup, vous pouvez vous retrouver avec des éoliennes, un parc photovoltaïque à côté, etc. Donc, quand même, pour mettre en place ces industries, à un moment donné, on va intervenir dans la nature et la détruire. On va déboiser, on va terrasser, on va couper des forêts. Donc là, quand même, on se pose quand même quelques questions. Il y a un petit paradoxe, puisque la loi sur la transition énergétique dit qu'on va produire autrement en préservant l'environnement. Alors là, préserver l'environnement, excusez-moi, mais quand on rase une forêt qui a un seul arbre, c'est un abri insecte très important, qu'on met des socles de béton de 1500 tonnes juste pour une seule éolienne, etc. La préservation de l'environnement, on ne comprend pas bien. Et c'est en contradiction aussi avec une autre loi qui est censée reconquérir les paysages et développer la biodiversité. Voilà ce paradoxe fondamental qu'il y a. Et pourquoi on le fait sur des terrains agricoles et naturels? Pour des questions de rentabilité. Parce que c'est moins cher, c'est plus facile. On achète ou il y a un accord, un contrat qui se passe avec une commune et c'est vite fait. On déboise, on défriche, ce qu'on appelle, on terrasse et hop, on a une centrale photovoltaïque ou des éoliennes. Il y a des zones, par exemple, où dans le Var, il y a la zone de Nicopolis, vers Brignoles, où il y a une centrale photovoltaïque qui est au nord d'une zone commerciale et industrielle.
Donc on a déboisé pour cette centrale, et puis si on regarde sur Google Maps, on s'aperçoit que sur les toits, il n'y a qu'un seul bâtiment où il y a des panneaux photovoltaïques. Ça, c'était ce que j'avais constaté à l'époque. Peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était ça. Alors, on cherche aussi à industrialiser les terres agricoles. Hein. Actuellement, il y a la notion d'agrivoltaïsme. Donc, on prend une terre agricole, et puis en gros, l'agriculteur, il devient un industriel, quoi. Et on appelle ça l'agrivoltaïsme. Et il faut savoir que ça ne rentre pas dans la définition administrative de l'artificialisation des sols. Donc là, ça se pose quand même quelques questions. Hein, voilà. Dans l'artificialisation des sols, prend en compte l'imperméabilisation des terrains. Donc vu que c'est pas vraiment au sol, donc c'est pas vraiment artificiel, quoi. Voilà, c'est. Et pour vous dire, j'ai quelques exemples de projets éoliens ou de centrales photovoltaïques dans la région. Dans les Alpes d'Haute-Provence, par exemple, il y a eu des projets sur des crêtes à plus de 2000 mètres, fréquentés par des vautours, des aigles royaux, etc. Derrière Grasse, au col de Blaine, il y avait un grand projet d'éoliennes porté par EDF et des associations locales où lutter pendant longtemps pour qu'il soit abandonné. Voilà quelques exemples. Hein. Et il y en a plein d'autres. Hein. Sachant que entre 2006 et 2015, la France a perdu plus de 1,5 million d'hectares de surface agricole et naturelle. Par exemple, sur la zone d'Olière-Riance, où il y a les 22 éoliennes de 125 mètres de haut, hein, qui ont été construites en dehors du cadre légal à l'époque, pendant le confinement, hein, puisqu'il fallait que l'industriel ait le récépissé d'antériorité du tribunal administratif de Toulon, mais il n'a pas attendu. Alors en gros, la loi avait changé entre-temps. Il fallait qu'il y ait l'aval du tribunal administratif. Les éoliennes se sont quand même construites, mais ce qu'on sait moins, c'est que dans cette zone, eh bien, nous avons aussi 13 parcelles de parcs photovoltaïques en pleine forêt. On a déboisé pour ça, et ça on ne le voit pas depuis la route, évidemment c'est un peu caché, depuis la route on ne les voit pas, etc. Et puis au nord de Riance, qu'est-ce qu'on va trouver? Cadarache et Iter. Donc là ça reflète bien la politique énergétique de la France sur la région. Je pense qu'ils ne manqueront pas d'électricité. Ça, c'est... S'il vous plaît, ITER, c'est une expérience. Oui, je sais que c'est une expérience. Oui, oui. Alors je vais essayer de terminer. Je préfère que les questions on les pose à la fin parce que autrement après c'est vrai que vous avez certainement plein de questions et après on pourra débattre sur ITER, mais c'est pas tellement le sujet. ITER c'est une expérience dans le but de produire de l'électricité, hein, voilà, de l'énergie. D'ailleurs il y a la cité des énergies à Cadarache où derrière le nucléaire, on va dire qu'il y a c'est l'énergie, donc il y a l'énergie en général, c'est pas le nucléaire, c'est l'énergie en général. Les parcs photovoltaïques, les énergies renouvelables, etc. Alors que Cadarache est quand même pour le nucléaire, hein, je pense. Alors, ce que dit l'ADEME, rappelez-vous, hein, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, par rapport au photovoltaïque au sol. Eh bien, dans l'avis 2016, l'ADEME dit que si on déboise pour installer une centrale photovoltaïque au sol, le bilan carbone pourra être négatif. Donc là, le paradoxe, il y est. On dit qu'on veut éviter les émissions de gaz à effet de serre, puis on fait des choses qui risquent, au contraire, d'en produire, ou de ne pas avoir d'effet notable, ou même d'avoir un effet négatif. Ce genre d'industrie, également, on en a parlé la dernière fois avec Jean-Michel, ça perturbe le cycle de l'eau. D'enlever une forêt, de mettre des panneaux photovoltaïques par-dessus, d'abord ça supprime l'évapotranspiration, etc. Donc ça perturbe le cycle de l'eau. Une forêt aussi, c'est un élément de régulateur du climat local. La température dans une forêt, l'été, elle est 4 à 6 degrés moindre que la température qu'on prendrait à l'ombre, bien sûr, dans un espace découvert. Et l'hiver, c'est l'inverse, il fait moins froid dans une forêt, notamment de feuillus, pas tellement les résineux, mais de feuillus, il fait moins froid que dans un espace découvert. C'est un rôle
Ça tempère la température comme la mer. Toutes ces installations altèrent aussi le bien-être des habitants qui habitent à côté. On appelle ça actuellement la solastalgie, qui voient donc des zones où ils ont peut-être gambadé en étant enfants, des zones qu'ils aiment, des forêts, des montagnes dans lesquelles ils baladent, ou même des gens qui ont l'habitude d'aller dans ces montagnes, qui n'habitent pas forcément sur place, mais qui randonnent dans ces montagnes, qui grimpent, qui font des activités, qui d'un seul coup voient leur paysage dévasté, il faut bien le dire, c'est comme ça que ça se passe, et puis qui se disent, si ma montagne-là, elle n'est pas artificialisée, industrialisée, peut-être qu'un jour elle le sera. Et ça provoque chez certains une certaine angoisse de se dire, mon espace, il n'est pas protégé. Un jour, peut-être que je vais me retrouver avec de l'industrie, et ça pose un problème en ce sens qu'on va vers une artificialisation générale de l'espace. La nature, généralement, on quitte l'espace urbain pour aller se retrouver dans les forêts, dans les montagnes, etc. Et si là, on retrouve de l'industrie, on va retrouver des machines, etc., des pistes, c'est grillagé aussi, c'est tout clôturé, on se dit, l'industrie, l'urbanité, elle est partout, quoi. Ça pose un problème. Il faut savoir aussi que le bien-être dépend aussi des paysages. Il y a une relation entre le paysage et le bien-être, et ça c'est indiqué par l'Académie de médecine quand même, donc il y a un rôle sur la santé aussi. Et il y a la pollution invisible de l'éolien et du photovoltaïque. Alors là, mon but ce soir, c'est pas de culpabiliser des personnes qui utiliseraient des panneaux photovoltaïques chez eux. Moi, j'ai des copains qui étaient dans l'association, qui se sont opposés à des centrales photovoltaïques et qui ont du photovoltaïque sur leur domaine pour un forage d'eau des agriculteurs qui ont, pour le forage, ils avaient des panneaux photovoltaïques. Le but, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit. De toute manière, tout le monde on n'a pas choisi les conditions dans lesquelles on est. Et donc tout le monde utilise une bagnole, qu'elle soit thermique ou électrique. De toute manière, c'est dégueulasse l'un comme l'autre. Hein. Mais il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est important. Alors, la pollution invisible de l'éolien et du photovoltaïque, c'est l'extraction minière indispensable pour les matériaux qui constituent les aimants, notamment des éoliennes ou le silicium, des panneaux photovoltaïques, et qui est invisibilisé parce que c'est dans d'autres pays. C'est délocalisé, c'est en Chine, ça peut être en Afrique, mais beaucoup en Chine, énormément, notamment pour les métaux rares et les terres rares. Et là, c'est une véritable catastrophe environnementale, parce que pour extraire un kilo, mettons, de métal rare ou de terre rare, il va falloir extraire des tonnes de roches et séparer les éléments à coup d'acide sulfurique, à coup de thorium et d'uranium, ce qui provoque de la radioactivité. Il y a un bouquin intéressant qui a été édité sur le sujet, c'est ça, la guerre des métaux rares, c'est très documenté, c'est tout à fait sérieux. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les éoliennes, dans les voitures électriques également, etc. Donc, à un moment donné, c'est bon de le savoir parce qu'on nous présente toutes ces industries comme étant parfaitement propres, etc., alors que ça ne l'est pas. Dans une éolienne, on peut retrouver 200 kg de terres rares. Pour la petite histoire, il y a une terre rare qui s'appelle le lutécium. Pour avoir 1 kg de lutécium, il faut extraire 1200 tonnes de roche. Voilà, donc, et ça, c'est en Chine. On ne voit pas. Et après, il y a le transport aussi. Hein. Après, il faut acheminer tous ces matériaux jusqu'en France. L'ADEME, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, dit que sur le cycle de vie, alors là je digresse un peu sur les voitures électriques, mais sur le cycle de vie d'un véhicule électrique, la consommation d'énergie, elle est à peu près équivalente avec celle d'un véhicule diesel. Voilà.
Alors, et enfin, le développement des énergies renouvelables, là je reviens sur les énergies renouvelables, elle est en contradiction avec la loi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, pour la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages du 8 août 2016. Alors, on veut reconquérir les paysages, évidemment ça dépend de la définition du paysage, mais on veut reconquérir les paysages en mettant des éoliennes en gros. C'est ce que j'en conclus. Donc là, il y a quand même un petit paradoxe. Qu'est-ce qu'on entend par paysage? Si c'est un paysage naturel qu'on veut reconquérir, c'est pas en mettant des éoliennes et partout des centrales photovoltaïques partout qu'on va. Donc on voit que dans ces lois, il y en a certaines qui servent un peu de contre-feu à une qui pourrait être sujette à critique. Donc c'était que, en gros, cette écologie paradoxale entend protéger globalement en détruisant localement. Ou pour protéger la planète, on détruit la nature. Mais les espaces naturels, dans l'imaginaire, c'est des choses concrètes. C'est des forêts, des montagnes, des mers, des rivières. Mais la planète, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forme d'abstraction, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la planète. On n'a pas vraiment Oui, la planète, peut-être vue de l'espace. Donc il y a une confusion quand même qui s'instaure et qui favorise le déploiement de ces industries. Et on nous enjoint bien sûr d'accepter le sacrifice d'une partie des terres naturelles et agricoles pour notre survie planétaire, mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? Alors, est-ce que ça va être efficace? Alors, on va examiner les émissions de GES en premier lieu. J'ai parlé du CITEPA, je rappelle que c'est le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. Et selon cet organisme, en France, c'est en 2020, je crois, par rapport à l'année 2020, oui, eh bien, les secteurs émetteurs de GES, je vais parler des secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, GES. Le premier, selon le CITEPA, le premier émetteur, c'est les transports avec 29%. Le deuxième, c'est l'agriculture, 21%. Troisième, l'industrie manufacturière et la construction, 19%. L'usage des bâtiments résidentiels et tertiaires, 18%, donc c'est dégressif. Secteur de l'énergie, 10%, et traitement des déchets, 4%. Mais si on étudie la chose, déjà on s'aperçoit que le secteur de l'énergie, eh bien, il n'y a pas que la production électrique. Il y a le raffinage du pétrole, par exemple. Et après, en creusant encore un petit peu plus, on s'aperçoit que le transport aérien international n'est pas pris en compte. Le transport maritime international n'est pas pris en compte. Le transport lié aux activités militaires n'est pas pris en compte non plus. Et évidemment, la délocalisation d'une grande partie de notre production en Chine. Alors là, il n'y a pas que les terres rares, tout le reste, les vêtements, tout ce qui est fabriqué là-bas, c'est pas pris en compte non plus. Et selon Reporter, 40% de notre empreinte carbone est délocalisée. Alors, il y a des spécialistes qui estiment que la part des transports en France, c'est 40% de gaz à effet de serre, GES, gaz à effet de serre. Et maintenant, on arrive à avoir des données un peu plus précises auprès du CITEPA, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand j'ai fait ce bouquin. Le CITEPA dit que la production électrique en France, c'est 5% des gaz à effet de serre. Donc si on agit sur la production électrique, même si on supprime ces 5%, il va rester les 95 autres pourcents. La logique voudrait qu'on agisse d'abord sur le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les transports. Une idée en l'air comme ça, ferroutage, transport en commun à outrance, essayer de faire que la distance domicile-travail soit moins importante. Le manifeste Nécawatt, par exemple, quand même très techniciste, on va dire, et sceptique quand elle a quand même préconisé les transports en commun par rapport aux véhicules électriques. Véhicules électriques, pour cette association, c'était plutôt urbain, quoi. C'est pas ce qui se fait. Donc, il faut savoir que la production électrique en France, c'est 5% des gaz à effet de serre. Évidemment, on va dire, par rapport à l'Allemagne, par exemple, que c'est grâce au nucléaire, ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. L'Allemagne, c'est 60% de fossiles, de l'énergie fossile.
Alors évidemment, j'en ai parlé, les conséquences de cette politique, hein, de répandre ces énergies renouvelables partout, c'est l'impact sur les forêts, qui sont des puits à carbone aussi. Hein. Forêt, notamment une forêt mature, une forêt non exploitée est plus efficace en termes de captation du carbone qu'une forêt exploitée. Ça, généralement, on dit l'inverse. C'est faux. Ah ouais. Et par rapport aux forêts, on peut supposer vraiment, c'est fondé de penser qu'on va vers une surexploitation des forêts, pas que pour la transition énergétique, mais ça se surajoute à l'exploitation normale des forêts. Il faut savoir qu'à l'époque, l'intersyndicale de l'ONF, l'Office national des forêts, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent normalement, a dénoncé la surexploitation des forêts et a fait dans la France une marche verte. Bon. Alors, très majoritairement, pour lutter contre les gaz à effet de serre, on parle que de production d'électricité par le triptyque et le nucléaire et de consommation. Mais évidemment, on ne cherche que des solutions techniques, en fait. Évidemment, chercher des solutions techniques toujours pour contrer un problème, ça permet d'éviter de remettre en cause le système qui organise, qui orchestre tout ce déploiement. En 2015, les énergies renouvelables représentaient 6,7% du mix énergétique. En 2022, 15%, soit 124% d'augmentation. Pendant la même période, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 12%. Seulement, le CITEPA dit, en gros, c'est à cause de l'inflation, des prix qui ont augmenté, du chauffage au bois, dit exactement, voilà, etc. Un hiver très doux, en plus, c'est pas dû, en fait, à ce déploiement des énergies renouvelables. Alors, c'est pas très rigoureux comme chiffre, mais malgré tout, on a d'un côté 12% de baisse qui sont dues à d'autres causes, et de l'autre côté, 124% d'augmentation des énergies renouvelables. Et le CITEPA note quand même une augmentation de l'émission de gaz à effet de serre de 2% pour ce qui est des transports en France. En bref, le compte n'y est pas. Et en plus, le fait que l'on passe sous silence les délocalisations, notamment en Chine, et les transports internationaux, montre que ces chiffres sont déloyaux. Peut-on espérer stabiliser l'expansion du réchauffement climatique dans ces conditions ? Moi, personnellement, je dis non. Alors, le nucléaire. La loi de 2015 annonçait une baisse de réduction de 50% dès 2025. Personnellement, à l'époque, j'étais vraiment très sceptique. Un des pays les plus nucléarisés au monde, sinon le plus nucléarisé, comment un pays comme ça pouvait-il annoncer l'abandon d'un de ses fleurons technologiques ? Moi, je n'y croyais pas vraiment, d'autant plus qu'il se construisait Flamanville, que Penly était dans les cartons. Hein, tout le monde connaît Flamanville, le PR. Hein. Voilà. Penly, c'est un projet nucléaire qui est dans les cartons également. C'était en incohérence avec la diminution du risque que représente le nucléaire. Parce que pourquoi on voulait diminuer le nucléaire à l'époque, en 2015 ? Pour mettre à distance le risque nucléaire. Et en même temps, il y avait le projet d'Hinkley Point en Angleterre, de l'autre côté de la Manche, qu'on était en train de construire. Donc on dit en France, non, on va baisser le nucléaire parce que c'est pas bien, hein. Par contre on en construit en Angleterre, donc juste de l'autre côté de la Manche. Mais s'il y a un problème à Hinkley Point en Angleterre, qui est juste de l'autre côté de la Manche, hein, c'est pas loin de la mer, le nuage radioactif, certainement qu'il va s'arrêter à la frontière, hein, comme en 86. Donc, quelque part, c'est quand même un peu d'hypocrisie, on est obligé d'employer ce terme. Hein. Alors, moi, j'avais écrit en 2017, au maximum en 2019, que le réchauffement climatique, il va se poursuivre. Il va s'aggraver, et c'est vrai qu'en ce moment, il s'est aggravé, notamment en 2019. Je rappelle qu'en 2019, quand même, il y a eu les températures les plus chaudes en France, jamais enregistrées. Hein. Jamais. 46 degrés dans le Gard. 46 degrés, c'est la température moyenne de l'endroit le plus chaud de la Terre, la vallée de la Mort. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Donc j'avais dit que le réchauffement climatique va continuer à se poursuivre. Quelle va être la réponse du gouvernement ? Plus d'éoliennes, plus de centrales photovoltaïques, plus de biomasse.
plus de profit, quelque part. Et maintenant, on va parler de la nouvelle orientation, très récente, 2022-2023. Alors là, on commence à se décomplexer un petit peu. Cette nouvelle orientation, elle va se baser sur la RIIPM. Raison impérative d'intérêt majeur. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça permet, cette raison impérative d'intérêt majeur, de déroger aux interdictions de destruction d'espèces protégées. D'espèces protégées. Dérogation loi littorale, dérogation loi montagne. La loi de 1930, il y a des menaces. Alors, la loi de 1930, c'est quoi? C'est la loi qui précise ce que c'est qu'un site classé. Un site classé, c'est une mesure qui est réglementaire, pas une mesure de gestion, mais c'est une mesure réglementaire qui dit que sur un tel espace, il est interdit de modifier le paysage. Donc s'il est interdit de modifier le paysage, pas d'éoliennes, pas de routes, de façon concomitante, il va y avoir un développement de la biodiversité. Alors c'est le cas des Calanques, c'est le cas de la Sainte-Victoire, c'est le cas du Grand Canyon du Verdon, et ça a été fondamental. Si les Calanques n'avaient pas été protégés réglementairement en 1975, actuellement, qu'est-ce que ça serait, hein? Mais il y a quelqu'un qui a voulu quand même un peu la bousiller, la défoncer un peu cette loi en permettant que les projets de déclassement de certaines zones se fassent au niveau des préfets, non plus au niveau de l'État. Parce qu'actuellement, c'est encore toujours le cas, c'est plus haut niveau que ça se passe. Si on veut, un industriel veut faire quelque chose, c'est au niveau de l'État que ça se passe, ministère de Premier ministre ou ministère de l'écologie. Là, il voulait que ça se fasse au niveau des préfets. Alors là, c'est une facilitation énorme, hein. Le préfet, il dit oui à tout. Voilà. Ça, c'est une petite incise, hein. Je reviens sur le RIIPM. C'est aussi une petite digression, mais cette raison impérative d'intérêt majeur, on va peut-être pouvoir l'utiliser un peu comme on veut, pour quelque chose dont on estime que ça représente un intérêt majeur pour d'autres sujets. Moi, je pense que d'un point de vue de la démocratie, il y a un danger avec ça. Alors, le photovoltaïque multiplié par 10, ça, je reviens sur cette loi, hein, augmentation du photovoltaïque jusqu'à 10 gigawatts d'ici 2050, prévoit 50 parcs éoliens en mer. Les enquêtes publiques, alors là, il faut vraiment faciliter la chose, déjà que c'est pas grand-chose les enquêtes publiques, mais alors là, sans l'attendre, l'avis de l'autorité environnementale de l'ADREAL. Alors l'ADREAL, c'est la direction régionale de l'équipement et du logement. En gros, c'est ce qui s'occupe de l'équipement. Bon, j'ai un trou de mémoire. Mais ça gère aussi toutes ces questions environnementales, hein. C'est un service préfectoral. De l'aménagement et du logement, ça y est, voilà, de l'aménagement et du logement. D'ailleurs, il y a des choses contradictoires, hein. De l'équipement, aménagement, le logement et l'environnement. Voilà. Donc les enquêtes publiques, allez, ça va être expédié, on va dire. Repêchage de projets annulés pour vice de procédure. Relèvement d'études d'impact du photovoltaïque au sol, donc jusqu'à plus de 1 à partir de 1 mégawatt, en dessous de 1 mégawatt, eh bien, il n'y aura pas besoin d'études d'impact. Bon, c'est ça que ça veut dire. Moins de 1 hectare, moins de 1 hectare 5, pas besoin d'études d'impact. Une étude d'impact, vous savez ce que c'est, hein. De toute manière, c'est l'industriel qui fait l'étude d'impact. Après, ça passe à l'ADREAL, à l'autorité environnementale, qui rend un avis. Et l'ADREAL, service préfectoral, parce que c'est vraiment indépendant, hein, voilà. Et en plus, l'industriel, il est jugé parti parce que c'est lui qui fait sa propre étude d'impact. Alors, il y en a plein qui sont complètement déloyales et qui passent sous silence des espèces protégées, etc. Et une accélération de l'instruction des projets à 18 mois au lieu de 24. Donc là, on accélère, hein. L'instruction des projets, maintenant, au lieu que ce soit 24 mois, c'est 18 mois. Hein, on accélère. Par contre, s'il y a des documents d'urbanisme qui refusent les énergies renouvelables, là, il va y avoir un examen du contrôle de la légalité des documents administratifs. Là, on prend son temps, par contre. Il faut savoir que dans les communes, le maire, il prend un arrêté, et ça
cet arrêté, il part en sous-préfecture en préfecture au contrôle de la légalité. Des fonctionnaires sont censés examiner la légalité du document. Alors ça, c'est une parodie parce que pour avoir étudié la chose, on s'aperçoit que les déférés au tribunal administratif, source au Sénat pour l'année 2008, eh bien, les déférés au tribunal administratif de la part des préfectures ou des préfectures, c'est 0,01%. Donc en gros, c'est les associations qui mettent au tribunal administratif, elles ont 2 mois pour ça, si elles contestent un arrêté municipal. Mais là, par contre, non. Hein. Là, par contre, il y aura des ordres pour examiner vraiment le contrôle. Il y aura un contrôle de la légalité obligatoire par les préfectures s'il y a des communes qui commettent l'affront de refuser des énergies renouvelables sur leur territoire. Alors, il y aura des zones d'exclusion, mais à condition qu'il y ait des zones d'accélération. C'est ça en fait, c'est imposé. On dit aux communes, il va falloir mettre des zones d'accélération pour mettre des énergies renouvelables, et en contrepartie, si vous voulez, vous pourrez faire des zones d'exclusion. Donc c'est pervers. On dit, ouais, vous pouvez faire des zones d'exclusion, mais à condition qu'on puisse en mettre. Ça, c'est un document que reçoivent des communes. Celui-là, il vient de la préfecture du Var. Voilà, donc là, le personnel communal, l'équipe communale, elle comprend que c'est une obligation de prévoir des trucs, des machins, des zones pour installer de l'industrie. Alors ça peut être sur les toits aussi, hein, mais des fois, si on veut atteindre une certaine puissance, il faut prendre sur les terres agricoles ou les terres naturelles. Alors je continue, durée d'examen juridique, 10 mois maximum, et puis on achète un peu l'acceptation sociale parce que les riverains, eux, ils auront des réductions sur la facture d'électricité. Comme ça, en gros, ils protesteront pas, quoi. Il y aura une petite protection quand même, l'interdiction de déboisement de forêt de plus de 25 hectares. Mais il y a un risque de multiplication des petits projets. Et puis il y a le problème aussi de la définition de la forêt, parce que c'est la définition de la forêt, il n'y a pas vraiment de définition administrative de la forêt. Il y a des définitions dont une émane de l'ONU, je crois, et en gros, il faut que les arbres atteignent au minimum 5 mètres de haut, mais c'est assez flou. Mais par contre, qu'il y ait une profusion de petits projets, ça c'est une vraie menace, comme on va bientôt le voir. Et le nucléaire. On passe au nucléaire maintenant, donc dans cette nouvelle orientation de 2022-2023, pour l'accélération de tout ça. Alors, il y a la suppression de la réduction nucléaire à 50% du mix. Donc, ce qui était annoncé dans la loi de 2015, ça s'est évaporé. On pousse la durée du fonctionnement des réacteurs à 60 ans. Dissolution de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est un institut qui produit des expertises. Donc, dissolution de l'IRSN dans l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Bon, ça a été refusé par l'Assemblée nationale et le Sénat n'était pas très chaud, donc normalement ça ne devrait pas se faire. Il est prévu d'installer 6 nouveaux réacteurs en France. Et il y a dans les cartons un projet de loi d'accélération du nucléaire. Et je pense que ces personnes, ils auraient dû faire peut-être pilote automobile, parce qu'ils ont le pied au plancher tout le temps. Et il y a l'Europe aussi, a décerné une sorte de label vert pour le nucléaire et pour aussi le gaz. En 2022, maintenant on les appelle pudiquement des énergies de transition. Alors là maintenant il n'y a plus de date, etc. C'est des énergies de transition et puis on verra bien ce qui se passe d'ici là. Et l'Europe a subi un lobbying intense de la part de la France pour que ce soit verdir, on va dire, le nucléaire et le charbon. Alors pourquoi le gaz ? Alors, le gaz est moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon, mais quand même il en émet. Et on verra par la suite que le gaz et les éoliennes, c'est associé. Pourquoi ? Parce que une éolienne, en gros, dans le système électrique, il y a la production et la consommation. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si d'un seul coup, il n'y a plus de vent au-dessous, que la consommation d'un coup, elle augmente énormément, et qu'en même temps, l'éolienne, elle produit où il y a la nuit. Enfin bon, pour établir l'équilibre, l'énergie la plus réactive pour équilibrer le système, c'est le gaz. Et on va voir que ça se confirme dans les faits. Et aussi, quand même, il faut noter que, mis à part en 2022, parce qu'il y a eu la mise à l'arrêt de beaucoup de réacteurs nucléaires, la France exporte plus qu'elle n'importe de l'électricité.
Comment marche le réseau électrique en France? La communication officielle, elle a tendance à nous laisser penser que la France est une île finalement, indépendante des autres États, en France on prend telle mesure, telle mesure et telle mesure au niveau électrique. Mais c'est faux. Toute l'électricité en Europe est interconnectée. C'est le réseau européen de l'électricité. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à Nancy, l'électricité qui vous arrive à la prise, tant elle vient d'Allemagne. Alors généralement l'électricité suit le chemin le plus court, c'est un peu comme l'eau, mais ça ne fait rien. Là, à la prise, on ne sait pas vraiment d'où vient l'électricité. On suppose que s'il y a une juste à côté, ou un parc photovoltaïque, ça va venir de là, ou quelle que soit la production d'électricité d'ailleurs, une centrale, la centrale de Gardanne. Mais autrement, si la centrale de Gardanne est à l'arrêt, par exemple, on ne sait pas tant. Peut-être qu'une part de l'électricité vient d'Espagne. Tout le réseau européen est interconnecté. Et si bien qu'il y a une certaine hypocrisie, c'est-à-dire que nous, on dit on va décarboner notre électricité, seulement on en importe d'Allemagne. L'Allemagne, elle a quand même pas mal de centrales à charbon parce qu'elle ne voulait plus de nucléaire. Donc il y a de l'électricité qui est produite par le charbon qui nous arrive en France. Et inversement, les Allemands disent nous, on n'a plus de nucléaire. Ils en ont encore 8 jusqu'à présent de réacteurs. Alors, nous, franchement, on n'a pratiquement plus de nucléaire. Par contre, la nuit, quand les échanges thermiques s'affaiblissent, qu'il n'y a plus de vent, donc les éoliennes ne tournent plus, puis la nuit, les parcs photovoltaïques, il faut de l'électricité. Donc les Allemands nous importent massivement de l'électricité qui vient du nucléaire. Donc tout ça, quelque part, c'est un discours qui est hypocrite, quoi. En fait, tout est mélangé, tout est... Et alors, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en 1996, il y a eu l'ouverture des marchés à la concurrence. Donc avant, il y avait une sorte de principe de solidarité. Un État pouvait suppléer à un autre État s'il était en manque d'électricité, etc. Ce n'était pas forcément gratuit, mais quand même. Et là, par contre, c'est le marché qui va organiser tout ça. Il y a la bourse européenne de l'électricité. En France, il y a 2 bourses de l'électricité. Qu'est-ce que c'est? C'est des spéculateurs. J'achète, je vends, et une grosse spéculation là-dessus. Il y a des sortes de traders qui organisent tout ça. Ça s'appelle les responsables d'équilibre. Alors, je ne suis pas spécialiste vraiment de la chose. Ces renseignements, j'ai eu des copains qui travaillaient à RTE, ingénieurs, donc j'ai pris un peu tous ces renseignements chez eux. Mais voilà, en gros, comment ça marche. C'est de la finance. Il y a de la finance derrière à haut niveau, comme on va le voir par la suite. Alors, le grand ordonnateur du réseau électrique, ce n'est pas la politique nationale qu'on affiche et ses frontières, c'est la main invisible du marché. C'est ça qui va... C'est pour ça que ça pervertit certaines dispositions, comme les systèmes d'énergie par pompage, par exemple, où, en gros, pour faire stocker l'électricité, dans certaines régions, à la marge, on ne peut pas mettre ça partout, en Beauce, ça ne marchera pas. Donc il y a un réservoir bas, un réservoir haut, une éolienne à côté. Le surplus d'électricité, on l'utilise pour pomper l'électricité d'air dans le réservoir haut. Et puis quand il n'y a plus de vent, le réservoir eau il se déverse en bas. Le problème, c'est qu'on fait turbiner le truc, la pompe qui est en bas, non pas en fonction du vent, mais en fonction du prix de l'électricité. Parce que c'est une question de profit qui rentre en jeu. Il y a le marché de gros, donc de l'électricité. Je ne vais pas vous passer les détails techniques parce que là, ça va prendre trop de temps. Ça, j'en ai parlé. Non, ça, c'est ce que j'ai dit, c'est documenté. Voilà, ok. Maintenant, on sait comment marche le réseau. On connaît à peu près les orientations. Maintenant, on va réfléchir un petit peu sur ce qui se passe. Cette colonisation des espaces naturels et agricoles, on peut quand même, quelque part, appeler ça de l'accaparement et de la privatisation des terres, parce que derrière, il y a des opérateurs, mais il y a de la grosse finance derrière, une financiarisation à un tel niveau qu'on ne soupçonne pas. Donc, ces gens-là, eux, l'écologie, c'est pas trop leur truc, ce qu'ils veulent, c'est du fric, que ce soit rentabilisé au maximum. Et vu que ça le vent en poupe et que c'est très subventionné, eh bien là, la rentabilité, elle est maximale. Donc ça va attirer tous les spéculateurs, ce genre de personnes. Alors, cet accaparement des espaces, je l'avais comparé dans le livre à
une réflexion de Karl Polanyi dans son livre La Grande Transformation. Qui était Karl Polanyi? C'était un économiste, un historien d'économie, qui dans les années 1950 avait écrit ce livre, donc La Grande Transformation. Et il décrivait les origines du libéralisme, du capitalisme, les différentes étapes, etc. Et il y avait un chapitre qui s'appelait Le marché de la nature. Ça s'appelle toujours le marché de la nature. Et là, il y avait 3 étapes. Donc la commercialisation du sol, première étape. La deuxième, la production forcée de nourriture et de matières premières organiques pour répondre aux besoins d'une population industrielle. Et la troisième a été la production de surplus étendue aux territoires d'outre-mer et aux territoires colonisés. Et là, je me suis dit, là, on est peut-être en face d'une 4e étape. C'est la colonisation des terres et de la nature qui se poursuit avec cette histoire de transition énergétique, mais le mot transition, je ne sais pas s'il est très approprié, parce que j'ai l'impression que c'est la même logique extractiviste qui se met en œuvre, c'est-à-dire d'exploitation industrielle de la nature. Alors, ça se traduit par une dépossession des populations locales. Surtout avec les nouvelles orientations, on va imposer ces choses-là aux populations locales. On légifère pour ça, on fait plein de facilitations. Déjà, les associations, pour qu'elles soient agréées, pour qu'elles puissent contester certains projets, il faut qu'elles soient agréées. De protection de l'environnement, ça ne se fait pas comme ça, c'est en préfecture, etc. etc. Et donc, s'opposer à certains projets, ça devient compliqué maintenant. C'est une lutte, ça peut se traduire par une lutte juridique qui est de plus en plus fragilisée, qui va durer des années. Et qui va demander des sous énormément. Quand vous passez d'un avocat à un autre, ce n'est pas les mêmes prix. Si on prend un avocat qui est au niveau national, c'est beaucoup plus cher. Ou alors, il va falloir agir au niveau social, c'est-à-dire aller plus frontalement faire des ZAD. Ça, c'est long aussi, c'est dangereux. Donc, c'est compliqué maintenant il y a eu des mouvements comme ça. Je crois que c'est dans le Languedoc, dans le Tarn. Il y a eu une ZAD, je crois, pour s'opposer à ce genre de projet. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des communes? Il y a une privatisation des finances des communes. Quand les communes, leurs finances publiques, elles diminuent. Il y a la dotation d'État qui baisse. La taxe d'habitation, il n'y a plus. Alors, il reste le reste, la taxe professionnelle, etc. Mais quand même, il y a une baisse des financements publics des communes. Donc, certaines vont être obligées de se tourner vers d'autres sources de financement. Et quand il arrive opportunément quelqu'un qui propose une centrale photovoltaïque ou une centrale éolienne ou mettre une usine à biomasse sur leur commune, le maire, il peut voir ça comme une aubaine, de pouvoir avoir un financement. Donc, qu'est-ce que ça implique ça? Si on réfléchit, c'est une privatisation des ressources publiques. Mais derrière ça, toutes les communes, finalement, au lieu d'avoir la dotation d'État et la taxe d'habitation, tout ça, chacune est obligée de se démerder, de se débrouiller. Voilà, on est dans cette logique, il n'y a plus d'assistanat, d'État-providence. Et donc chacun se débrouille, doit faire preuve d'ingéniosité, etc. Puis là, on est derrière tout ça, on est dans la théorie néolibérale. Là, donc ça traduit par une augmentation de la privatisation des ressources. Alors, allez, on continue. Alors, si on prend les exemples je vais prendre quelques exemples, par exemple de centrale photovoltaïque, la plus grande de France actuellement. Elle est au Mets, village des Mets en Haute-Provence. C'est 200 hectares de terres agricoles. 200 hectares, c'est 400 terrains de foot. Mais il y a d'autres projets, attention, c'est pas fini. Comment? Oui. J'ai pas entendu. Plus le débroussaillement autour avec Bien sûr. 350 hectares. Ah oui, combien vous dites? 350 hectares. Oui, voilà. Vous apportez des précisions importantes, mais j'ai pas là-dessus.
Alors sur la montagne de Lure, maintenant, les projets, ils se multiplient plein, partout. Alors les habitants, là maintenant, il commence à y avoir une grosse résistance. Vous voyez où c'est la montagne de Lure, hein, c'est au-dessus de Fort-Calquier, hein, 1826 mètres exactement. C'est déjà une première vraie montagne de Provence, hein, un pays de Giono, des plateaux, vraiment le pays historique de Giono avec le Contadour, hein, la ferme du Contadour, enfin bon, bref. Et bien là, si on fait le cumul de tous ces projets, on obtient environ 800 hectares menacés. Vous avez bien entendu, 800 hectares. Et 1600 terrains de foot. Auxquels s'ajoutent, selon l'association Lure en Résistance, 2000 autres hectares sur le 0,4 et le 0,5. Et les autres départements de la région, c'est pas des cas particuliers, c'est dans toute la France que ça va être comme ça. Donc les autres départements de la région PACA sont soumis au même traitement. C'est des opérations financières avant tout, mais d'une ampleur inégalée. Bon, après on pourra en parler plus précisément pourquoi ça se... Et ça jaillit avec toute la brutalité d'un État pressé, ne souhaitant manifestement pas que le temps des débats et des remises en cause ne s'instaure. Alors, pour illustrer tout ça, peut-être qu'il vaut mieux une petite photo. Ça, je l'ai pris sur le site Lure en Résistance. Je vais la faire passer. Ça vous donne une idée de ce qui se passe sur la montagne de Lure. Alors, évidemment, si on additionne toutes les surfaces, on obtient... Et je parle, effectivement, c'est peut-être sans compter les défrichements aux alentours, en plus. Voilà, donc, vous pouvez la faire passer. Alors, le parallèle avec l'enclosure des communs au XVIe siècle en Angleterre, je pense qu'il est fondé. C'est cette ère communale qui, d'un seul coup, ont été vouées au marché. Alors, le système, est-ce que dans sa communication, est-ce qu'il est loyal ? Là, je vais citer quelques exemples pour montrer que, en fait, en gros, on diffuse des idées reçues, des idées très superficielles, etc. Que, en fait, nous sommes des spectateurs d'une pièce de théâtre avec un fort sentiment d'impuissance, mais qu'en coulisses, il se passe autre chose. Et on va soulever le rideau des coulisses sur certains points, parce que on en a plein. Hein, donc, alors, on nous dit que dans le discours, vous avez certainement entendu dire qu'on s'acheminait vers la fin du pétrole. Bon, d'accord. Fin du pétrole. Il y a quand même la commission des limites du plateau continental. Qu'est-ce que c'est ? C'est une émanation de l'ONU qui a pour charge d'organiser, pour que les États ne se disputent pas, d'orchestrer l'octroi de droits souverains sous-marins, à condition qu'il y ait une continuité géologique entre la Terre et les fonds sous-marins. Et il y a eu un reportage sur Arte sur le sujet qui dénonçait quand même des velléités d'exploitation minière et pétrolière sur ces fonds sous-marins. Et la France est le deuxième pays le plus intéressé par cette question juridique. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes ces anciennes colonies, eh bien, elle obtient une surface énorme. Donc, en gros, c'est jusqu'à 350 miles des côtes, c'est-à-dire 560 km. Vous avez une île, la circonférence, 560 km, où l'État aura le droit d'exploiter le sous-sol marin. Hein. Alors, ça sera aussi pour de la recherche pétrolière. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça a été dénoncé, c'est documenté. Il y en a qui disent que non, évidemment, mais là, il y a quelqu'un du CNRS qui dit que c'est clairement pour rechercher du pétrole. L'équipe de journalistes d'Arte dit aussi qu'ils avaient eu les plus grandes difficultés à obtenir des renseignements. Donc on voit bien qu'il y a des choses qu'on met en avant, puis des choses, on traîne un peu les pieds quand même, on ne communique pas trop là-dessus. Dans le même ordre d'idée, il y a la Russie qui, c'était en 2007, avait fait une expédition avec le sous-marin au pôle Nord, là. Pof. Et en gros, donc le sous-marin russe avait planté son drapeau au pôle Nord et pour dire, c'est à nous, hein, c'est toujours pareil dans cette idée de continuité géologique avec le continent. Et moi, j'avais regardé cette émission, il y avait
savant russe avec une branche bancoïdienne, ça, qui disait quand les glaces du pôle Nord auront fondu, on pourra exploiter le pétrole dessous. Alors est-ce qu'on va vraiment vers la fin du pétrole? Quand même, on peut en douter. Maintenant, on va passer quand même à Total Energy. Là, c'est un peu plus français. Total Energy, il y a eu un article dans le Monde diplomatique qui n'est pas vieux, en 2021. Total Energy met la pression en Afrique pour déclasser certaines zones de parcs nationaux pour rechercher du pétrole. Et encore, et toujours, Total Energy, je vais vous lire un petit texte que j'ai pompé sur le site de Total Energy. Alors, renforcer notre compétitivité. Pour produire du pétrole et du gaz plus abordables, nous gardons une pleine maîtrise des coûts en menant des actions de fond. Nous optimisons ainsi constamment notre portefeuille pour investir dans les projets les plus compétitifs. Nous appliquons également une discipline d'investissement stricte pour préserver notre compétitivité sur le long terme et permettre à notre production de répondre à la croissance de la demande mondiale en hydrocarbures. Holcim, un champ géant du pétrole à bas coût. Au Qatar, Total Energy détient une participation dans la concession du champ offshore d'Al Shaheen jusqu'en 2041, qui constitue l'une des 10 plus grandes découvertes d'huile depuis 30 ans. Grâce à ses réserves considérables qui offrent un pétrole à faible coût technique, ce champ géant produit 300 000 barils de pétrole par jour, ce qui représente environ la moitié de la production pétrolière du Qatar. Alors ça, c'est pas vieux, c'est février 2023. Est-ce qu'on va vraiment vers la fin du pétrole? Moi, peut-être dans longtemps, oui, forcément, c'est pas inépuisable. Mais ce qui est très urgent, par contre, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Alors, il y a d'autres exemples, le TAP, un pipeline qui traverse l'Italie, qui pourra alimenter l'Europe, qui vient de l'Azerbaïdjan, je crois, etc. La biomasse, j'en ai parlé, c'était ce mythe comme quoi c'est neutre en carbone. Alors la biomasse, deux mots parce que ça nous concerne, parce qu'il y a la centrale de Gardanne qui est à côté. Centrale de Gardanne, le projet c'était de brûler 850 000 tonnes de bois par an, avec une exploitation potentielle de 400 km autour de la centrale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une centrale à biomasse à Brignoles, à Innova, qui est à la zone de Nicopolis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est 100 km autour de la centrale, avec une consommation de 180 000 tonnes de bois par an, si mes souvenirs sont bons. Et il y en a une autre à Tricastin, à peu près de la même taille que celle de Brignoles. Évidemment, ces zones se superposent. Donc la surexploitation des forêts, elle est vraiment, c'est pas une lubie, quoi. C'est dire. Mais comme ils sont quand même assez intelligents, ils font venir le bois du Brésil, un coup du Brésil, un coup du Canada, pareil en fonction des prix du moment. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Donc c'est très écologique. On fait venir du bois du Canada en grande quantité, ça traverse l'océan pour aller être brûlé à la centrale de Gardanne. Et alors aussi, il faut se débarrasser de se dire qu'il faut raser les forêts. Ça, c'est contesté par des scientifiques, parce qu'une forêt jeune va produire de la neutralité carbone. En fait, même c'est l'ADEME qui le dit, ça reste inférieur à une forêt qui n'est pas exploitée, la captation du carbone. J'ai le texte là. Voilà, en gros, les forêts matures, raser des forêts matures, ou trop jeunes également, a des effets carbone négatifs. Si vous rasez tout le temps la forêt, et que vous avez un arbre qui pousse, il est comme ça, qu'est-ce qu'il va capter comme carbone? Le gaz, maintenant, ça c'est intéressant aussi. Le gaz inodore, incolore et surtout invisible. En gros, très rapidement, RTE avait fait la promotion d'un câble sous-marin qui s'appelle le Celtica Interconnector, qui doit relier la Bretagne à l'Irlande, avec des éoliennes d'énergie renouvelable en Irlande, sur son graphique, et des éoliennes en Bretagne. Ça, c'était le graphique, c'était sur la carte de RTE qui mettait ça en avant. Et puis en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'en Bretagne, il y a une centrale à gaz à 18 km qui se construisait au même moment. Par contre, on n'en parlait pas. C'était la centrale à gaz de
au poste de la Martyre, de Landivisio, au poste de la Martyre, au raccordement et sur la commune de Landerneau. Ça, on a tendance à penser qu'on le cache. On met en avant les petites éoliennes. Par contre, la centrale à gaz qui va produire des gaz à effet de serre, il y a une opposition locale là-bas. Ça, on n'en parle pas. Et effectivement, la capacité du câble de 700 MW était un peu étonnante, sachant que le plus grand parc éolien de France, au Pas-de-Calais, il a une puissance de 140 MW. Ça colle pas, quoi. Et de l'autre côté, en Irlande, il y avait des centrales thermiques importantes et pas très loin de l'arrivée de ce câble. Bon, après, la diminution du nucléaire, ça, on l'a vu. Alors, question consommation maintenant, toujours dans les coulisses. On importe du gaz de schiste des USA. Ils sont très contents, les Américains, nous font du gaz de schiste. Ils font en sorte que... Le transport aérien maintenant. Ah, ça c'est intéressant. Alors, en 2018, le texte que je vais vous lire, ça vient de Air Journal, un texte officiel de l'aviation civile. Les tendances actuelles, donc je répète en 2018, dans le transport aérien, suggèrent que le nombre de passagers pourrait doubler d'ici le 2037. Le gouvernement annonce des mesures pour la compétitivité du transport aérien français. Air Journal, 2 mars 2019. Et je rappelle que les gaz à effet de serre dus au transport international ne sont pas comptabilisés. Et puis, pas mal, ça aussi, Monde diplomatique, janvier 2020. Le maire socialiste de Paris, Madame Hidalgo, aligne les péroraisons écologiques tout en laissant recouvert de grands bâtiments de la capitale de publicité géante et lumineuse pour des marques de luxe ou de téléphones portables. Là, maintenant, c'est important. Et le ministre des Transports français se délecte des carrières prometteuses dans son secteur de responsabilité. 2 points, ouvrez les guillemets. On a besoin de 30 000 chauffeurs dans les prochaines années. Donc, c'est un métier qu'il faut valoriser, notamment auprès des jeunes. Et c'est Serge Alimi qui a fait cet article conclu. Plus de chauffeurs sur les routes, plus de car Macron, voilà qui protégera l'écosystème. Le CITEPA dit que les gaz à effet de serre croissent de 1,3% par an dans le monde. Maintenant, la voiture électrique, j'en ai parlé. Vous avez compris que c'était problématique due à sa fabrication qui est très longue, très énergivore, compliquée, et avec des terres rares qui viennent de Chine. Selon l'ADEME, à l'époque, en France, c'était bénéfique pour les gaz à effet de serre à partir de 50 000 km et 100 000 en Allemagne. Mais ça, c'est quand même un peu contesté par l'enquête de Pitron. C'est là carrément... Là, c'est carrément... on gagne vraiment pas grand-chose. Parce que là, évidemment, la Chine, elle fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? La Chine, elle fonctionne au charbon pour exploiter les ressources minières avec lesquelles on va faire les voitures électriques, les éoliennes, etc. Mais alors, la solution, c'est quoi? Pour la Chine, à force qu'il y ait des critiques, c'est de basculer au nucléaire. Et encore un petit mot sur le nucléaire, c'est que là, on s'achemine vers des petites centrales nucléaires, mais aussi des petites bombes nucléaires. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on va vers une banalisation du nucléaire. Et le risque nucléaire risque d'être finalement accepté comme le risque industriel ou la pollution atmosphérique qui nous entoure actuellement. Moi, je trouve que c'est une folie, mais bon. Ça, je l'ai dit. Il y a une ingénieure en géologie minière qui est spécialisée dans les risques environnementaux et sanitaires des filières minérales qui s'appelle Aurore Stéphan, qui fait des conférences qu'on trouve sur YouTube là, sur le sujet. C'est intéressant de les regarder. Voilà, c'est Aurore Stéphan, comme Stéphane, mais Stéphan avec un T à la fin. C'est édifiant, on va dire. Alors, je ne suis pas sûr que ce système va conduire à un meilleur avenir écologique et climatique, malheureusement. Quel mobile active la dévastation par le triptyque que vous avez vu sur l'exemple que je vous ai fait, que je vous ai diffusé? Eh bien, on s'aperçoit que c'est la quête du profit
est le ressort de tout ça. On croit ordinairement que les marchés génèrent de nouvelles solutions écologiques, mais en réalité, l'écologie génère de nouveaux marchés. Face à la crise environnementale, l'économie de marché est donc surtout un moyen de soumettre un peu plus le vivant au règne de l'économie. Ça, c'est, je cite un bouquin qui s'appelle « La nature comme marchandise ». Et on a affaire à une forte centralisation. On impose. Donc les avis des populations locales, finalement, on les met de côté. C'est une forte centralisation. Oui. Oui, ok. Donc je vais aller très vite. Merci. Bon, en gros, c'est une sorte de mine d'or parce que les subventions en France, c'est 160 milliards d'euros sur évidemment plusieurs années. Mais c'est énorme. C'est très subventionné, et encore maintenant, il y a le complément de rémunération pour certains opérateurs, etc. Voilà, 160 milliards d'euros sur 20 ans. Engagement financier pour les énergies renouvelables. Alors, qui est derrière tout ça? C'est des multinationales, je passe très vite. On peut citer Boralex, Uniper, Engie, mais on va quand même s'intéresser à Goldman Sachs. Ça vous parle, Goldman Sachs? Tout le monde a la crise des subprimes. Ça, Goldman Sachs a essayé de s'accaparer l'énergie au Danemark. Et les Danois, ils n'étaient pas d'accord. La population. Et puis surtout BlackRock. Ça vous parle, BlackRock? Les retraites. C'est la plus grosse multinationale au monde. C'est les maîtres de Wall Street, ce sont certains. Et ça gère, c'est un fonds d'investissement et de pension qui gère 5100 milliards de dollars d'encours. Ça laisse rêveur. Et là, il y a des questions à se poser parce que selon certains sites, ces gens-là ont mis la pression sur l'Europe pour le déploiement du triptyque. J'avais observé à l'époque que BlackRock investissait entre 4 et 6% dans la plupart des gros projets éoliens ou photovoltaïques. Alors la question du changement. Alors, je vais passer assez vite. Moi, si on voudrait changer sur le terrain, il faudrait peut-être modifier le cap. Alors moi, il y a quelques points que j'évoque. L'arrêt de l'appropriation de la terre, rompre avec le principe de la rente et la financiarisation, sortir de l'enfermement du triptyque, parce qu'il peut y avoir d'autres énergies renouvelables. La recherche peut continuer en ce sens pour de l'énergie renouvelable qui soit moins impactante. Remettre en question l'échelle des industries. Là, on est dans des échelles démesurées. Rappelez-vous, une éolienne de 240 mètres de haut. Et activer une véritable politique d'éradication du nucléaire, abandonner l'impératif de la rentabilité maximale et rechercher collectivement la décentralisation, mais sans que ça implique le chacun pour soi. Et le problème, c'est que tant qu'on croit que le système va pouvoir nous amener à un avenir meilleur, on ne se prendra pas par la main pour rechercher d'autres solutions. Donc, je vais terminer vraiment vers la conclusion. Albert Einstein disait « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et là, je termine. Pierre Rabhi aussi s'était opposé à l'installation d'éoliennes en Lozère. Pierre Rabhi. Interviewé par Var Martin il y a de ça quelques années, il avait déclaré en guise de conclusion « Tant qu'on ne changera pas de paradigme, rien ne changera ». Et en fait, on nous fait comprendre que l'ordre de l'économie de marché et l'état normal de l'organisation sociale, c'est vain de vouloir transgresser cette organisation sociale. C'est fatal, mais dans les affaires humaines, il n'y a rien qui est inéluctable.
Notre avenir nécessite de nouvelles valeurs qui considéreraient l'homme et la nature, non comme moyen, mais comme fin. À nous de les créer. Voilà, j'ai terminé.